Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième journée de l'événement mauvaisherbe.exe qu'on va attaquer sans plus tarder par la troisième et dernière table ronde de notre événement, donc qui s'intitule Travailler en équipe avec des références différentes et qui est un petit peu dans la continuité des tables rondes de ces derniers jours. Donc voilà, la première était très débat, la deuxième était beaucoup plus nostalgie et aujourd'hui on va essayer d'être un peu plus dans l'opérationnel et de se poser des questions concrètes sur qu'est-ce que c'est les implications d'avoir des références différentes du reste de l'équipe avec laquelle on travaille. Et on va faire ça avec Colette Pogam, qui est, accrochez-vous, associée directrice technique level design à Ubisoft Montpellier, Bonjour. avec Anna Bresson, qui est game artiste, enseignante et aussi autrice, et avec Charline Faure, qui, depuis l'annonce de l'événement, a changé de poste et n'est plus level artist assistante chez Ubisoft Paris, mais bel et bien junior level artist. Bonjour. Merci. Donc voilà, si ça vous va, on va commencer tout de suite, comme les précédentes tables rondes, avec un petit tour de table qui va faire icebreaker, quoi. Et ça va être une question super générale, mais qui va un peu poser les bases de ce dont on va discuter par la suite. C'est, pour vous, ça recoupe quoi d'avoir une culture différente, ou des références différentes, ou des pratiques différentes? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme? Et Anna, si ça te convient, on va commencer par toi. Waouh, allons-y, je commence. Alors les références différentes, je pense que c'est par rapport, ouh! Est-ce que vous m'entendez? Un peu. Oui, mais c'est pas très grave, Désolée. t'inquiète pas. Ça marche. Pour moi, ce que ça m'inspire, c'est surtout un vécu, donc c'est beaucoup d'accumulation, donc je pense que c'est plutôt, propre à chacun. Donc ça s'assimilerait plutôt à de la culture G, la culture ce qui fait qu'on n'a pas tous la même forcément, donc ça crée des gens qui se rassemblent autour de ça, donc ça peut s'apparenter par exemple à du communautarisme. Et là, si on prend l'exemple du coup du JV, quand on entre dans une entreprise, on peut se sentir par exemple exclu parce qu'on n'a pas on n'a pas les mêmes centres d'intérêt que certaines personnes. Ou alors on n'a pas les mêmes passions et bon, bref, pour moi c'est quelque chose que avant l'univers du JV dans le travail, j'ai pu ressentir déjà. Je pense d'ailleurs qu'on le ressent tous à ce moment-là dès l'école, quand on entre dans une classe et que il faut, voilà, on jauge, on essaye de voir à quelle personnalité on accroche le plus. Et moi, je sais que je suis pas d'un naturel très extraverti et que j'ai besoin d'avoir un petit temps d'observation avant de me lancer et de me diriger vers les gens qui me ressembleraient le plus. Ok, très bien. Colette? Et moi, dans mon parcours, je pense avoir des références différentes. J'ai surtout vécu par le fait que on est dans le milieu du JV où finalement il y a des références assez fortes, je trouve, qui sont très présentes. Et personnellement, j'ai pas joué aux jeux vidéo depuis que je suis enfant, donc j'ai pas ce côté très nostalgique des jeux auxquels j'ai joué étant enfant, tout ça. J'ai pas toujours su que je voulais travailler dans le jeu vidéo. J'ai commencé mes études en faisant une école de beaux-arts. Du coup, j'ai découvert le jeu vidéo par un prof qui était fan, qui était passionné par les expériences interactives et le jeu vidéo dans le milieu artistique. Et donc, c'est ça, en fait, qui a commencé à me faire m'intéresser au médium du jeu vidéo. Et du coup, j'ai commencé à faire moi-même développer des petits trucs sur Unity, alors que j'avais strictement aucune idée des gros noms du jeu vidéo. Si on me parlait à l'époque de, je sais pas, des God of War, des Dark Souls, tous ces jeux un peu très connus, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et donc, j'ai continué mon parcours. Après, bon, j'ai fait une école de JV, donc ça m'a un peu du coup, je me suis un peu rattrapée, même si j'avais toujours plus d'affinité avec les petits jeux un peu indés. Et puis après, j'ai fini à Ubisoft, sans avoir joué à aucun jeu Ubisoft, à part Just Dance. Et,
Et du coup, je me suis retrouvée d'un coup au milieu de personnes qui prenaient pour acquis que j'avais joué très probablement à Far Cry, à Assassin's Creed, à tous ces jeux, alors qu'en fait, j'y connaissais à peu près que dalle. Et du coup, d'un coup, je me suis pris un peu un mur de ah merde, je me sens pas très légitime en fait d'un coup dans cet environnement, parce que j'ai pas du tout les refs auxquels tout le monde parle, quoi, et sur lesquels tous les autres designers se basent. Et je me suis dit, mince, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je rattrape mon retard. C'était un peu ça. Moi, c'est beaucoup ça où j'ai ressenti la différence de référence. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'arriver à Ubisoft en ayant joué à aucun jeu, Ouf. vu la densité d'autoréférencement qu'il y a à la fois dans les jeux eux-mêmes, mais aussi dans les process de travail, c'est sûr que ça doit être un peu particulier. On va terminer le tour de table avec toi, Charline. Ça marche. Du coup, pour moi, j'ai un petit peu répété ce qu'a dit Anna au début. C'est que je pense que les références, en fait, c'est vrai que ça se fait en amont. Par exemple, dans mon cas personnel, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui étaient des gros joueurs. Donc, dès que j'ai eu 3 ans, j'ai eu une manette dans les mains. Et du coup, j'ai joué à beaucoup de jeux assez classiques, entre guillemets. J'ai joué au premier Rayman, ça a été mon premier jeu. Après, j'ai regardé mon père jouer à Prince of Persia, Les Sables du Temps. Mais à côté de ça, je pense que c'est pas parce qu'on a des parents gamers qu'on a forcément la même culture que enfin la culture qui est attendue dans les grosses boîtes comme Ubisoft. Parce que par exemple, de mon côté, j'étais élevée à la campagne, il n'y avait pas de connexion internet et c'était super solitaire. Donc tout ce qui est jeux multijoueurs et jeux en ligne, c'est un truc que je connaissais pas du tout et même encore maintenant, c'est pas des choses qui m'attirent particulièrement. Et puis, effectivement, je pense que ouais, c'est une question de culture, d'avoir des références, et puis encore plus dans un domaine artistique, parce qu'en fait, ça regroupe tout le visuel. Je sais qu'avant de faire une école de jeux vidéo, j'ai fait un master spécialisé en art plastique. Donc, ça regroupait la peinture, des fois même il y avait de la musique, il y avait de la bande dessinée, parce que j'ai fait un mémoire de recherche sur la bande dessinée. Donc, au niveau référence visuelle, c'était assez fourni. Donc c'est vrai que quand on arrive dans une nouvelle entreprise et que les références, effectivement, c'est de prime abord les jeux Ubisoft très très connus, genre Far Cry et tout ça. Bon, on se dit un peu, bon, est-ce que moi, avec mes bandes dessinées indépendantes allemandes, ça va passer? Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, les références, ça se fait en amont et c'est sympa de les partager. Ok, c'est cool. Du coup, le premier point dont j'aimerais bien qu'on discute, c'est un point autour duquel vous avez tourné et c'est cette idée justement de l'existence dans le jeu vidéo d'une culture de référence, entre guillemets, en tout cas dans le milieu professionnel, et de ces espèces de phares dans la nuit. Bon, alors effectivement, à Ubisoft, du coup, il y a les jeux Ubisoft, mais bon, ben, c'est un petit peu difficile aujourd'hui d'être level designer sans entendre parler de Dark Souls ou de Breath of the Wild. C'est un petit peu difficile de faire du character controller de jeu 2D sans entendre parler de Super Meat Boy. C'est difficile de faire du jeu artiste sans entendre parler de Journey et ainsi de suite. Et du coup, j'aurais bien aimé avoir un petit peu votre opinion sur cette culture et sur les conséquences qu'elle peut avoir, notamment en termes d'entre-soi. Colette, peut-être, si tu veux commencer. Bah ouais, comme je disais, ouais, c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai pris en pleine face en arrivant, quoi. Je suis arrivée sans aucune ref de jeux Ubi et on m'a dit, enfin on m'a assez vite fait comprendre que du coup il fallait que j'y joue, que je joue à ces jeux pour faire mon travail. Bon alors Que heureusement, tu joues sur ton temps de travail ou sur heureusement ton à temps de ce loisir? moment-là j'étais stagiaire, du coup ils admettaient le fait que je réserve des plages horaires pour jouer au jeu, quoi. J'avoue que depuis que, enfin, j'ai l'impression que par contre, une fois que t'es employé, c'est quand même vachement plus compliqué de le faire, de se réserver des temps pour jouer à des références. J'ai des collègues qui le font, mais c'est vrai qu'on tout de suite, on a des plannings et on se sent difficilement légitime, quoi, quand on joue à un jeu. Et puis oui, moi j'ai toujours trouvé ça dommage, ce truc omniprésent dans le JV de s'auto-référer. Enfin, en tout cas, à Ubisoft, c'est omniprésent. Je pense que c'est par facilité aussi. Les personnes sont à l'aise de travailler sur les choses qu'elles connaissent.
voire même de travailler, enfin de partir sur des idées qu'elles ont déjà pu expérimenter dans leur carrière. Et donc, comme il y a des personnes qui travaillaient avec Vie avant, et elles se disent ah bah on a fait ça dans tel ou tel jeu, alors du coup allons-y, repartons là-dessus, et puis peut-être qu'on pourra un peu l'améliorer. Et c'est difficile en fait de passer par-dessus ça quand il y a plein de personnes qui ont ce discours-là, quoi, dans l'équipe. Et au-delà de ça, en plus, c'est vrai que moi, ce qui m'a aussi un peu bluffé par rapport à... donc, aux Beaux-Arts, j'avais appris un peu à prendre des références de partout. D'ailleurs, ce qui était bizarre, c'est qu'aux Beaux-Arts, moi, j'étais vue comme quelqu'un d'original parce que je me référais à des jeux vidéo, qui n'est pas vraiment de l'art, des fois, selon certains profs, tout ça. Et là, c'est l'inverse. Du coup, je me retrouve dans un milieu qui, d'un coup, qui se réfère à lui-même et qui a du mal à, par contre, piocher dans d'autres milieux, quoi. Voire même, des fois, c'est mal vu si tu t'inspires de films ou tout comme ça. Enfin, c'est un peu... je trouve ça particulier, quoi. Puis, ouais, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là et laisser un peu les autres parler là-dessus. Ok. Anna, je crois que c'était un point qui t'intéressait d'aborder aussi. Oh, bah avec choix. Oui, bah pour rebondir, bah c'est surtout que c'est fou de voir qu'il y a tellement qu'on rechigne à s'inspirer d'autres arts, parce que quand on y pense, le JV c'est quand même un art assez jeune comparé à la peinture, au cinéma. Donc et puis en plus le cinéma, ils sont quand même assez intimement liés maintenant, surtout chez Ebi, au niveau des cinématiques, hein, notamment. Et ouais, j'ai du mal à comprendre justement ce raisonnement-là. Je remarque d'ailleurs qu'on a pas mal une culture assez histoire de l'art dans le groupe. C'est assez rare. Ouais, Je me sens moins seule, merci. Non, mais c'est vrai que moi j'ai une culture que j'estime assez large au niveau de la pop culture, mais c'est vrai qu'au niveau des jeux vidéo, alors il y a une liste longue comme le bras, et il y a un élitisme qui est là, les pro gamers. Bon, j'appelle ça comme ça, hein, parce que quand on se lance et qu'on commence assez jeune dans le JV et qu'on dit voilà, j'aimerais jouer à un jeu, qu'est-ce que tu me conseilles? Non, il faut faire ça, 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 et après tu pourras donner ton avis. Bon, super. c'est ça. Il y a Donc quelqu'un du coup, dans j'ai le fini. chat. Il y a Quelqu'un quelqu'un dans le dans chat le qui a dit ça. chat qui dit il y a assez de jeux qu'il faut avoir joué dans sa vie pour remplir de vie. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que c'est partout pareil. La même chose en littérature et en peinture. Donc, à ce moment-là, quand est-ce qu'on se prononce, quand est-ce qu'on est légitime, c'est sans fin. Et pour autant, je pense que la connaissance qu'on accumule, elle se valorise et on peut la mettre en avant. Voilà. – Effectivement, je pense aussi et j'espère. Il y a quelque chose qui est assez spécifique au contexte professionnel et à cet état, entre guillemets, d'avoir justement des références différentes. Et c'est qu'en fait, il y a un moment que j'ai envie d'appeler un moment de découverte. C'est-à-dire, c'est un moment où les gens autour de nous se rendent compte qu'on ne partage pas la même culture, ou en tout cas qu'il y a tout un pan de culture qu'on n'a pas du tout en commun. Et je voulais savoir si vous aviez des choses à dire sur ce moment, peut-être sur la façon dont il vous est arrivé à vous, si vous êtes arrivé, ou pas encore. Et sur, du coup, qu'est-ce que ça avait pu changer dans le rapport, par exemple, à votre équipe ou à vos équipes. Anna, je crois que tu voulais parler aussi là-dessus. Oui, avec plaisir. Alors, ce moment de découverte, pour moi, alors, bien sûr, tu le fais au moment du recrutement, parce que les questions, elles sont généralement assez ciblées. Donc, voilà, tu sais à peu près dans quoi tu t'engages. Mais après, bien sûr, la personne n'est pas représentative de tout l'ensemble, de toute l'équipe. Et donc, c'est quand tu intègres les premiers jours, voilà, la première impression que tu as et inversement des personnes qui t'entourent. Et là, je dirais qu'il faut ne pas avoir peur de se lancer et de voir enfin, voilà, le répondant qu'il y a en face, qu'est-ce qui lie une équipe, ce sur quoi ils se rejoignent. Et bon,
quoi, qu'est-ce qu'on peut en donner? Effectivement, tu as évoqué la question du recrutement. Et Mm. la question du recrutement est un point assez intéressant, un assez gros point de friction, parce que ça peut venir des process en eux-mêmes, ça peut permettre des critères d'évaluation sur lesquels on va être jugé pendant un entretien. Et ça peut aussi venir des personnes qui le font passer. Et, euh, et ça aussi, ça me paraît être un point intéressant à aborder. Je crois, Colette, que tu voulais parler de recrutement. Ouais, bah, ouais, ouais, je pense que c'est là-dessus aussi que j'ai eu ma première friction là, de référence, c'est en commençant à rentrer dans des process de recrutement où je reçois d'abord des tests techniques. Donc moi, je postulais en design. Donc souvent, les tests en design, ça va être des analyses, des pitchs, enfin, de différents types. Et là, bah, la question la fameuse question de bah, faites une analyse de tel ou tel jeu. Et puis alors là, tu te retrouves devant la liste, même parfois, d'ailleurs, des fois, c'était des listes de 6 jeux, et je me retrouvais devant les listes, et je me disais, bah, j'ai joué à aucun des 6 jeux. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai 4 heures pour faire un test, il me liste que des AAA, donc en plus, si je veux y jouer à un AAA aujourd'hui, c'est quoi? C'est 50 heures c'est 50 heures de jeu au moins. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, bah, il y a des fois, j'ai demandé de l'aide à des potes, il y a des fois, j'ai fait, tant pis. Euh, donc c'est quand même bah, déjà on voit qu'il y a une première barrière qui est mise là quoi. Encore pire, il y a aussi les boîtes qui vont lister, enfin qui vont demander des analyses de leurs propres jeux. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre cet intérêt de demander à un candidat d'analyser les propres jeux de la boîte. Ça veut dire que, enfin, je comprends qu'on veuille recruter des gens qui sont a priori intéressés par ce qu'on fait en tant que boîte, mais je pense qu'on peut être intéressé sans être fanboy en fait des licences qui sont faites. Et en plus, oui, après ce test technique, il y a les entretiens où là encore plus, bah, en design, il y a très souvent la question de, bah, encore une fois, quoi, analyser le dernier triple A auquel vous avez joué. Enfin, alors ça dépend des boîtes, bien sûr, hein, ou analyser le dernier jeu auquel vous avez joué, mais très fréquemment, l'examinateur s'attend à ce qu'on parle d'un jeu qu'ils connaissent, qu'ils ou elles connaissent. Et moi, des fois, j'ai eu beaucoup de mal à trouver en fait un jeu en commun que à laquelle la personne avait joué. Ce que je trouve un peu dommage parce que quelque part, je pense qu'on peut très bien recevoir l'analyse d'un jeu auquel on n'a pas joué. Ou même c'est même limite encore plus intéressant de voir à quel point la personne arrive à nous projeter dans le jeu, même sans que nous on y ait joué quoi. Donc ouais c'est bah et puis pareil dans l'entretien ils vont redemander si et du coup quel jeu de la boîte avez-vous joué, lequel vous avez apprécié et tout. Alors moi, j'ai eu de la chance vraiment à mon entretien Ubisoft de tomber sur ma manager de l'époque qui s'en fichait totalement de ça et qui ne m'a pas posé une seule question par rapport à Ubi. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai vu aussi des entretiens se faire en étant de l'autre côté, j'ai réentendu des collègues poser des questions sur les jeux Ubi, des trucs comme ça. Et bah, ouais, ouais, c'est clairement moi je trouve qu'on se coupe toute une partie bah, en fait, de la population en demandant à ce qu'on ait toujours les mêmes refs. Et puis, c'est quoi l'intérêt de former une équipe de designers où tout le monde a les mêmes références, en fait enfin, comment est-ce qu'on veut se renouveler dans ce cas-là? Très clairement. Et effectivement, il y a toujours cette question de la légitimité qui est que bah, si jamais la personne qui est en charge du recrutement en face de toi te dit c'est quoi le dernier jeu auquel vous avez joué jusqu'à ce que vous en trouviez un auquel vous avez joué toutes les deux, bah, cette personne ne tient pas compte du fait qu'avant ça, tu en as listé plusieurs qu'elle ne connaissait pas et que du coup, bah, c'est d'emblée sa culture à elle qui est posée comme la bonne culture, la culture nécessaire et la culture de la personne qui passe l'entretien. Enfin, il peut y avoir quelque chose d'assez blessant aussi, quoi, dans cette question. Oui, en plus, je pense qu'on a tous, excuse-moi, je pense Non, qu'on a vas-y, tous un vas-y. peu vécu ce process de je prépare mon entretien en me disant de toute façon à cette question, je vais pas vraiment dire le dernier jeu auquel j'ai joué parce qu'il va pas être intéressant à analyser ou alors il est honteux parce que ça répond pas aux critères de la boîte et tout. Du coup, je vais plutôt d'abord me dire, on va dire que le dernier jeu auquel j'ai joué c'est ça et puis comme ça, ça passera mieux. Et ça déjà, C'est ça. c'est assez absurde. Enfin, ça... Clairement, ouais.
Clairement, clairement. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur cette histoire d'entretien ou vous voulez qu'on passe au point suivant? Moi, ça me va qu'on passe au point suivant. Ok, très bien. Alors, le point suivant, du coup, est un peu plus sur une fois qu'on a intégré une équipe, justement, Mhm. et ben, il peut y avoir un sentiment d'isolation, en fait, qui vient concrètement de ce fait qu'on n'a pas les mêmes pratiques de jeu que nos collègues. Et Mhm. moi, je pense à des choses très très concrètes, comme par exemple, bah, moi, quand je bossais en gros studio, les pauses midi, c'était soit tu es dans la team Smash, soit tu es dans la team Overwatch, soit tu es dans la team sur l'épaule de qui on va venir taper en disant qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu joues pas? Tu veux pas venir jouer avec nous? Et bon, bah, il y a un truc assez étrange et pas forcément évident avec cette situation. Et je sais pas si peut-être Charline, tu veux Oui, oui, évoquer oui, ça? bah, ouais, tout à fait. Bah, en fait, ça m'évoque une anecdote, mais je trouve que même des fois, ça commence dès l'école. Et je sais que Smash, moi, je n'y joue pas. Ma seule façon de jouer, c'est de tomber dans le vide et de mourir. Donc, ça a tourné très court quand je prenais une manette. Ça a dû arriver 2 fois. Donc, du coup, finalement, bah, moi, j'avais arrêté de jouer à Smash très vite. Et je me souviens même des fois avoir acheté des jeux en voyant que tout le monde autour de moi commençait à y jouer. Et c'est le cas, par exemple, de Hades. Bon, finalement, c'est un de mes jeux préférés, donc c'était vraiment très très bien de suivre la masse, entre guillemets. Mais à la base, la raison pour laquelle j'ai acheté ce jeu, c'est parce que bah, je commençais à voir 2 personnes y jouer, 3 personnes y jouer, puis 10 personnes. Puis là, je me suis dit, bon, si tout le monde y joue, bon, ce serait mieux que j'y joue aussi, comme ça, bah, je serais intégrée dans quelque chose. Et du coup, bah, en fait, la raison première pour laquelle je l'ai acheté, bah, c'est vraiment ça. Et bon, finalement, c'était une très bonne expérience, je regrette pas du tout. Mais effectivement, il y avait un petit peu cet effet de social, quoi, de mouvement. Ouais, de pression des pairs, quoi. C'est ça. Et après là, dans une grosse boîte à Ubisoft, j'ai pas eu encore l'occasion de vivre ça parce que c'est vrai que les pauses midi, étant donné que je suis en télétravail, bon, je dis 90% du temps, mais c'est plus 100% du temps. J'ai pas eu trop l'occasion de vivre ces pauses où j'ai tous mes collègues sur le même jeu. Donc voilà, mes pauses, c'est toute seule. Je suis avec ma salade de tomates, tout se passe bien. Donc voilà. Anna, Colette, je sais pas si une de vous veut réagir. Si, Vas-y, si Anna. ça te va, Colette? Ouais, Nickel. pas de souci. Bah alors du coup là, suivant ton exemple, Charline, toi tu t'es, enfin, t'as essayé de t'intégrer, du coup tu t'es même si c'est peut-être occasionnel, hein, mais tu t'es forcé en fait, tu t'es fait violence là-dessus. Et alors après, pour moi, c'est aussi une histoire de se connaître et d'identifier ses besoins. C'est sûr que en général, on n'aime pas être isolé, et donc du coup, on fait des efforts. On fait des efforts. Après, il faut définir les limites. Le rejet, même si on n'aime pas ça, est-ce que c'est pas préférable d'avoir son temps aussi, son temps de tranquillité le midi, et pourquoi pas après essayer de chercher à entrer en contact avec des petits groupes pour ne pas déjà se lancer dans le gros et voilà. Bon, je me noie, c'est super, tu essaies de te raccorder à une conversation, mais en fait, tu n'y arrives pas. En plus, tu te donnes des airs de je m'y connais dans un sujet, mais en fait, pas du tout. Mais c'était vraiment pour essayer de suivre le mouvement et du coup t'intégrer. Mais finalement, d'ici 2-3 mois, bah, ça va te passer parce que le naturel va revenir au galop et bah, ça te fait du mal à toi, ça te fait du mal aux autres parce qu'ils pensent être corrects, mais en fait, pas du tout. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire dans les premiers temps où j'intégrais l'entreprise, c'est surtout bah, de déjà voir les personnalités qui m'intéressaient et à qui je pensais pouvoir correspondre au niveau, voilà, on s'entendait bien, on a les mêmes centres communs. Et pourquoi pas, dans un second temps, tenter des approches en mode le midi, est-ce que ça ne tenterait pas qu'on aille au resto, voilà, 3-4 personnes, et le soir, un petit after work pour celles et ceux que ça intéresse, bien sûr. Mais c'est vrai que si on n'y va pas, rares sont ceux qui nous tendent la main et qui nous disent bon, viens, t'es la petite nouvelle, c'est super. Non, non, non. C'est assez idéalisé et je pense qu'il faut aussi faire le deuil de ça, du fait que bah, on va rien nous donner et que quand on est nouveau, et bah, on est le centre de l'attention rapidement parce qu'on parle le doux le premier jour, mais le reste de la semaine, voilà, elle passe et puis il faut aller vers les gens.
Ok. Colette, peut-être tu veux ajouter quelque chose? Oh non, je pense pas avoir de trucs à ajouter là-dessus. Je crois que j'ai été assez chanceuse là-dessus. Je me suis trouvé un groupe assez rapidement Ouais, où on pareil mange, que au toi. midi on mangeait juste en fait. Et du coup, Mm. j'ai pas eu trop à faire semblant de jouer à des jeux. Ouais, Ça allait. et c'est pas quelque chose qui a eu des conséquences avec ton équipe directe, par exemple, parce que c'est quelque chose qui peut se produire aussi si jamais on sympathise avec des gens qui justement sont pas exactement ceux avec lesquels on travaille. C'est pas quelque chose qui a pu créer de la friction dans ton cas. Non, au contraire. Au contraire, moi, ça m'aide à connaître des gens. Enfin, on bosse sur des projets qui sont tellement énormes que c'est Mm. cool. Enfin, justement, j'aime beaucoup profiter de la pause de midi pour aussi manger avec et discuter avec d'autres personnes qui sont pas les personnes avec qui je travaille directement, parce que moi, ça m'aide aussi à un peu mieux cerner qui fait quoi, et surtout, en fait, à avoir toutes ces infos que j'arrive pas non plus à avoir pendant mon temps de travail, parce que c'est impossible de se tenir au courant de tout. Effectivement, vu comme ça. C'est ça. Mais ouais. Alors, une autre question que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est la question de la complémentarité des cultures, justement, et de qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique, soi, pour valoriser une culture différente dans un contexte qui serait a priori un contexte hostile, en fait. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et comment ça peut vraiment se matérialiser de façon très très concrète. Charline, peut-être? Oui. Alors moi, ce que j'ai noté, c'est que dans un environnement hostile, après c'est totalement personnel, je dis pas tout le monde doit faire ça, mais c'est que je pense c'est pour mettre en avant sa propre culture, il faut pas hésiter à s'attendre à devoir argumenter de pourquoi cette référence est pertinente et peut-être des fois même prendre un peu la main des gens à qui on veut montrer les choses qui nous semblent pertinentes et qui peuvent donner une plus-value au projet et vraiment montrer à la personne avec des images. Après, moi, je réfléchis beaucoup au visuel parce que c'est en tant qu'artiste, je pense que c'est ma façon de faire. Et donc voilà, pas hésiter à communiquer et puis vraiment se préparer à argumenter si par exemple il y a de la friction au niveau des références en mode c'est pertinent vraiment. Je ne pas hésiter à un petit peu camper sur ses positions, je pense. Oui, effectivement, c'est vrai que pour le coup, dans le cas de de la référence visuelle, on a toujours, entre guillemets, cette force qu'on va pouvoir montrer des choses sans avoir besoin que la personne en face s'engage, ce qui n'est pas forcément le cas quand on lui parle d'un jeu, par exemple, auquel on aimerait bien qu'elle touche. Mais effectivement, c'est déjà arrivé avec un argumentaire. En vrai, c'est déjà une grosse charge, quoi. Oui, 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 totalement. Mais ouais, On se met un peu sur la défensive quoi, de base. Quoi. Moi, j'ai jamais eu à le faire personnellement. Quand Mm. j'ai donné une référence, j'ai eu la chance de toujours avoir des collègues très bienveillants qui me disaient ah, c'est super intéressant. Mais de base, je partais un peu avec cet a priori de si ça passe pas, il faut vraiment que je me prépare. Mais effectivement, c'est une charge mentale qui est assez conséquente. Anna, peut-être? Oui, bah pour moi, le fait qu'on ait dans le milieu JV, qu'on ait une variété, voilà, une diversité dans les cultures, justement, c'est une plus-value parce que ça peut amener du coup à un beau résultat et surtout, ça va parler au plus grand nombre. Donc, c'est surtout ça en général que j'essaie de mettre en avant. Parce que je sais que là, je suis dans une équipe qui, par exemple, moi, je n'ai pas du tout leur culture, leur culture pop, des jeux, du rétro gaming. Moi, j'ai une culture des jeux actuels. Ou alors, vraiment, si je cherche les jeux flash, mais ça va pas aller au-delà, ça va pas aller plus loin dans le temps. Et je sais que ça m'apporte énormément et que moi, je leur apporte aussi du côté, du coup, des références que j'ai en termes d'histoire de l'art. Parce que ça, comment dire, alors, le jeu vidéo est totalement un art légitime, mais ça plaît aussi de dire que oui, mais derrière ça, il y a un message caché et en fait, c'est une référence à une œuvre. Et voilà, pour moi, ça peut aussi être du bonus. Et je pense que d'ailleurs, c'est ça qui devrait primer sur le reste parce que maintenant, euh, les studios, ils veulent
avoir tous les publics. Enfin, je pense que c'est à peu près toutes les sociétés, hein, mais plus on parle à un large public, plus forcément le spectre de clients il augmente. Donc allons-y. Effectivement, c'est pragmatique, mais c'est un bon argumentaire. Colette, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, alors pour appuyer mon point, c'est clair que déjà, je pense que pour valoriser un peu ces références différentes, ce qui serait bien déjà, ce serait de changer les process de recrutement et avoir des équipes plus diverses pour ne pas se retrouver seul à justement devoir argumenter sur ses propres références, parce que je trouve que malgré tout, même quand on vient avec un argumentaire, ça peut être une charge, hein, et moi, c'est des choses que j'ai abandonnées plus d'une fois parce que j'avais pas envie de me fatiguer sur certains points. Et après, sinon, là, pour le coup, je vais tricher et un peu m'inspirer de ce que j'ai pu voir que d'autres collègues ont mis en place parfois. Par exemple, moi, j'avais trouvé ça sympa. J'avais certains collègues qui avaient mis en place une petite newsletter qu'ils écrivaient eux-mêmes. Ils étaient 3-4, je crois, qui faisaient une sélection de jeux indépendants, jeux alternatifs, qu'ils envoyaient tous les mois, je crois, avec les sorties du mois, mais aussi certains jeux déjà existants auxquels ils avaient joué et tout. Et je trouvais ça super cool parce que en fait, sinon on n'a que des newsletters qui parlent de trucs là, quoi. Et déjà ça démarquait un peu et pourtant le jeu indé, enfin aujourd'hui c'est pas un truc de niche, quoi, mais bon, c'est déjà ouais, ça permettait d'avoir un nouvel air. Après, je sais que pareil, il y a d'autres actions dont on parle avec certains collègues qu'on n'a pas encore mis en place, mais on réfléchissait à faire des streams de certains jeux nous-mêmes et juste en interne pendant la pause du midi ou ce genre de choses pour essayer d'amener les gens à s'ouvrir à une autre culture, quoi, à d'autres rêves, un peu. Voilà, c'était des petits exemples comme ça. C'est assez intéressant comme exemple. J'aime bien cette idée de newsletter. Nous, dans le studio où je travaille, en fait, on bosse beaucoup avec Slack et on a créé un channel Slack qui s'appelle Lovely Art et dans lequel tout ce qui peut rentrer sous la catégorisation art, jeux compris du coup, sur lesquels on tombe et qu'on trouve intéressant pour une raison ou une autre, on drop les liens dans le channel et du coup, quand on a envie de voir des trucs un peu neufs, on n'a qu'à scroller et regarder. Des fois c'est de l'anime, des fois c'est du texte, des fois c'est du jeu. Il y a un peu de tout. On a la musique dans un channel à part, mais globalement, voilà, ça permet d'avoir toujours un endroit où aller naviguer. C'est un peu le modèle de la newsletter aussi. Ouais, c'est cool. Je pense que c'est important de trouver des espaces comme ça où on peut partager. Ouais, clairement. Quitte à les créer soi-même. Alors, parlons de ça, notamment de les créer soi-même. Il y a une question qu'on peut se poser qui est celle de comment on fait pour trouver des soutiens, des leviers de soutien dans ces équipes. Notamment, on l'a un petit peu abordé, mais il y a la question des dynamiques de groupe. Qu'est-ce que c'est leurs conséquences qui peuvent être positives comme négatives d'ailleurs. Anna, par exemple, tu parlais des petits groupes versus les gros groupes. Peut-être c'est un sujet sur lequel tu as envie d'élaborer un peu. Totalement. La nocivité, c'est vrai que l'isolation, ça crée du stress, de la solitude. On a envie, moins on se sent accepté et plus on se replie sur soi. Et se diriger vers les petits groupes, ça peut être moins intimidant et je pense qu'on peut être accepté plus facilement, même s'ils ont un passé commun ou autre. En général, on s'intéresse plus aux gens quand on est en nombre réduit. Et j'ai eu la même expérience que toi, Thaïs, dans le sens où on avait des espaces de discussion, enfin des applications comme Slack ou Discord, où du coup on se retrouvait. Mais alors, en fait, on avait une application de discussion centralisée, mais qui était gérée par la boîte, donc ils pouvaient lire nos conversations. Donc on faisait ça, on se dit non, c'est pas possible. Donc on a migré vers des applications privées, donc Discord, et c'est là qu'on a vraiment plus libéré, que la parole a pu se libérer aussi. Et c'est un gros plus parce que quand on sait qu'on est surveillé, les gens forcément ils mettent une armure et ils sont pas eux-mêmes
ou alors ils sont très froids. Et c'est vrai que discuter dans un premier temps par message, même si, bien sûr, on ne connaît pas la réaction en face, ça aide à briser la glace et ça peut, si on a peur d'y aller frontalement, être un moyen d'y aller plus en douceur. Effectivement, ouais, c'est très très Mm. juste. Le fait est que il y a un certain nombre d'entreprises qui essayent d'avoir des messageries internes justement pour éviter Voilà. que les gens aillent justement sur Discord ou pendant les heures de travail. Mais effectivement, de fait, il y a une dimension de coercition qui est absolument pas négligeable sur la communication elle-même, quoi. Euh, Charline, peut-être, je crois que c'était un des sujets que tu souhaitais aborder aussi. Oui, et du coup, je vais rebondir sur ce qu'a dit Anna sur les petits groupes. C'est vrai que moi, j'ai une très bonne expérience à Ubi, parce qu'en fait, en level art, on est 3. Et dès le début de mon stage, j'étais intégrée dans un groupe avec 2 personnes, donc c'était beaucoup moins intimidant. Et en fait, ça permet de mieux faire connaissance. Et finalement, en fait, mon équipe entière, entre guillemets, je l'ai rencontrée 4 mois après mon arrivée à Ubi. Donc tout de suite, c'était un peu moins intimidant parce que je connaissais déjà plein de petits groupes séparément. Et du coup, un petit groupe amène un autre petit groupe et finalement, ça fait une unicité qui est non négligeable. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'effectivement, en petit groupe, la parole se libère un peu plus et puis les gens sont plus à l'aise. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert qu'un de mes collègues était fan de jeux rétro. Et je sais que c'est déjà arrivé qu'il m'envoie un lien vers le shop Nintendo en me disant ah bah regarde, je sais que t'aimes bien les couleurs vives et le pixel art, donc je pense que tu devrais faire ce jeu. Et c'était un tout petit jeu indé et j'étais trop contente, quoi. Ça m'a mis super à l'aise et donc voilà, les leviers de soutien, c'est vrai que les petits groupes, ça passe bien. Et pour encore reprendre ce que tu as dit, Anna, c'est vrai que les gros groupes où on sait que toute l'équipe voit, ça a été mis en place aussi sur mon projet et je sais que j'ai jamais parlé dedans. À part une seule fois, peut-être pour demander que mon PC à distance soit rebooté, mais sinon, j'ai jamais parlé dedans. Donc voilà, je rejoins vachement ce que tu dis. Je ferai même une petite annexe sur ce point. On est super à l'aise sur le timing pour l'instant. Donc, je me permets cette petite entorse. Pardon si je vous prends par surprise. Mais je crois savoir que vous le savez, mais avec Mauvaise Herbe, on organise également les cafés Nomix, donc qui sont des espaces de discussion et d'échange en non-mixité, avec plusieurs types de non-mixité. Et je me demandais si ça, c'était des choses qui existaient dans vos cadres de travail, si c'était des choses dont vous aviez peut-être pu faire la demande. Parce que, bon, bah, enfin, par exemple, on sait que quand on est entre femmes ou personnes de genre marginalisées, généralement, on sera un petit groupe dans le jeu vidéo. Donc, est-ce que c'est un type de petit groupe auquel vous pensez, par exemple, ou pas? Je sais pas si quelqu'un veut réagir. Si je peux, c'est bon. Vas-y. Non, mais totalement. Moi, je pense que justement, ce genre d'initiative, ça devrait avoir. Bah, vous êtes un exemple, quoi. Et donc, du coup, il faudrait qu'il y ait des petits. Ça serait très bien. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression, tu vois, que si tu crées un groupe comme ça, justement, ça va accentuer, tu vois, ça va marginaliser encore plus. Du coup, j'ai peur. Je ne sais pas du tout, en fait, la mise en place de ce genre de collectif dans les entreprises. Surtout que pour l'instant, enfin, au niveau syndicat, j'y vais. Bah, moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas ressenti dans mon entreprise. Je ne sais pas comment ça se ressent à Ubi. Est-ce que vraiment, vous sentez que vous êtes écouté, que les RH sont derrière vous? Comment vous le vivez? Mais même, tu vois, moi, en tant que cofondatrice de studio, en tant que soutien, à part les syndicats, mais du côté patronat, justement, donc à l'opposé, côté travers, rien néant. Donc, si des syndicats nous entendent, allez-y. Je sais pas, Colette ou Charline, si cette question de la non-mixité. Alors, je peux rebondir si tu veux. Alors, il y a les deux questions. Déjà, le côté petit groupe. Alors, déjà, je suis complètement d'accord, moi, sur les channels de discussion avec
30 000 personnes, généralement, je ne dis rien. Idem, genre, la phrase que j'ai dû envoyer, c'est « Est-ce que quelqu'un peut reboot mon PC ?» C'est pareil, ça, j'ai la même mission, vraiment. Mais sinon, généralement, enfin, bon, maintenant, je suis de plus en plus à l'aise, donc ça peut m'arriver d'interagir un peu plus, mais pendant 2 ans, j'ai rien dit, quoi. Et les petits groupes, j'ai l'impression que finalement, moi, les petits groupes que j'ai vu se former, c'était plus des groupes finalement avec les gens avec qui je m'entendais bien. Mais même ces petits groupes dans les grosses boîtes, il y a cet effet enfin, ça a tendance à, on rajoute des personnes, puis on rajoute des personnes, et puis on rajoute des personnes, on rajoute des personnes. Et on voit Jusqu'à ce très qu'on soit souvent, plus un petit groupe. voilà. Et on voit très souvent, au fur et à mesure, que les nouveaux vont pas s'exprimer. Et il y aura toujours que les 4 personnes originelles qui vont continuer à parler. Et en fait, ça devient au bout d'un moment creepy parce que je dis, mais pourquoi du coup il y a ces gens et tout. Et en fait, après, plus personne ne parle. C'est un peu une boucle que j'ai vue aussi, que j'ai vu se dérouler. Et en termes de Chanel, par contre, Chanel en non-mixité, moi, ce que j'ai pu voir, là, ce qui est en train de se mettre de plus en plus en place à Ubisoft, c'est les ERG, donc les Employee Resource Group. Donc, c'est censé être des groupes de travail mis en place par les employés. Ça se développe beaucoup dans les studios Ubisoft aux États-Unis, mais il y en a quelques-uns, quelques initiatives françaises, où en fait, souvent, ce sont des groupes de travail qui se réunissent autour d'un thème ou d'un point commun. Donc, on va dire que moi, par exemple, il y a une ERG qui regroupe les personnes LGBTQ+, d'Ubisoft. Dans certains studios, il y a eu des ERG qui parlaient plus d'égalité femmes-hommes. Il y avait des ERG sur les. Alors, je crois qu'il y a une ERG qui regroupe les personnes noires d'Ubisoft. Enfin, il y a plusieurs groupes comme ça, et donc il y a des channels qui sont ouverts quand on participe à ces ERG. Mais malgré tout, comme c'est une échelle Ubisoft, il y a énormément de personnes sur ces channels, donc je trouve ça toujours. J'ai du mal, moi je crois que j'ai jamais rien posté sur les quelques channels de RG auxquels je fais partie, parce que pareil, on est en non-mixité, mais en même temps, il y a aussi des personnes intéressées à l'IX. Mais en fait, on connaît pas tout le monde, on sait pas qui y est, et c'est difficile de se sentir libéré, quoi, malgré tout. Ouais, et puis dans ce type de contexte, la non-mixité fait pas non plus disparaître les relations hiérarchiques, les d'autres dynamiques qui peuvent exister spécifiquement au sein de l'entreprise, c'est sûr. Ouais, complètement. Je sais pas, Charline, si tu veux ajouter quelque chose ou si tu préfères qu'on passe au point suivant. Ouais, je veux bien ajouter un petit truc. Moi, j'étais pas trop au courant pour les RG. Par contre, j'ai vu qu'il y avait Ubisoft organisait pas mal de réunions pour sensibiliser à certains sujets. Je sais que moi, j'ai vu pas mal de réunions sur le fait d'être une femme dans l'industrie, le fait de faire partie de la communauté LGBTQ+. J'ai eu des conférences sur le fait d'être une personne noire dans l'industrie du jeu vidéo, donc voilà, ça c'était sympa. Mais par contre, effectivement, j'ai pas vu de petits groupes, et moi, c'est un truc que j'aimerais bien voir, comme les cafés Nomix. J'avais participé sur celui sur la neuroatypie. Et c'est vrai que moi, à Ubisoft, j'ai jamais osé dire que j'étais neuroatypique, et des fois, ça passait pour un truc un peu pas étrange, mais je sais que j'ai jamais voulu quitter le télétravail justement à cause de ça. Parce que je suis très à l'aise avec le fait de travailler à la maison, parce que je peux porter mon casque anti-bruit, avoir la luminosité que je veux, me concentrer comme je le souhaite. Alors que dans un open space, bon, il y a du bruit, il y a des sollicitations extérieures, et c'est un peu compliqué. Et du coup, j'ai jamais eu l'occasion de parler de ça. Et pour l'instant, ça m'a pas trop posé problème parce qu'on m'a gardé en télétravail, et tant mieux. Mais voilà, les petits groupes comme ça permettrait peut-être de libérer un peu plus la parole, et ce serait chouette. Voilà. Ouais, effectivement, le fait est que sur la neuroatypie, il y a aussi des très très gros chantiers à mettre en place au sein des entreprises. Je pense que c'est des sujets sur lesquels on pourrait faire un événement entier. On le fera peut-être. Du coup, on va continuer à avancer dans les petits points qu'on avait listés. Et là, on a un point. Alors, du coup, comme on a un peu dévié à certains moments, ce sera peut-être un peu redondant, mais là, on va essayer d'être sur du conseil pratico-pratique. Ouvrir les autres à ses références. Est-ce que c'est possible? Comment c'est possible? Et qu'est-ce qui peut différer selon les corps de métier? Et là, je parle vraiment dans le contexte on est 5 autour de la table et on fait un brainstorm
de DA, un brainstorm de gameplay, un brainstorm de high level, direction créative ou ainsi de suite. Comment on fait entendre nos rêves. Si quelqu'un veut se lancer. Je peux si vous voulez. Vas-y. Du coup, moi, ce sera plus orienté design. Et alors, de mon expérience, alors déjà, ça a été compliqué, je pense, d'essayer d'ouvrir les autres à des références autres. Et je suis pas sûre que ça ait toujours fonctionné. Mais en tout cas, moi, généralement, ma pratique, c'était quand j'écrivais alors, dans un brainstorm, déjà, je trouve ça très compliqué si jamais il n'y a pas de support. Parce que expliquer, enfin, justement, comme je dis, quand tu es la seule personne à avoir des rêves différentes, en face, on se retrouve avec des personnes qui font des ping-pong entre leurs rêves, qui disent ah bah oui, moi je connais ce jeu, ah oui, je suis d'accord, ah oui, on pourrait faire ça et tout, ah bah oui, j'aurais tout. Si toi, t'as pas de support et que tu essaies de parler un truc qui fait écho à personne, ça a peu de chance finalement. Disons, c'est un brainstorm, mais t'as un PC avec toi. Ouais, sinon ça a peu de chance finalement de raisonner. Donc moi, c'est plus quand je faisais des documents design, j'avais tendance à, si j'évoquais d'autres références, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que la plupart des jeux, on peut en trouver des vidéos en fait sur Internet. On peut en trouver des gens qui y jouent et tout. Et comme c'est compliqué de dire à quelqu'un, faut que tu joues à ce jeu, et que dans les faits, il joue à ce jeu, c'est quand même très compliqué d'arriver à cette finalité. J'ai vraiment montré une vidéo, c'est ce que je trouve le plus le plus efficace. Alors parfois ça prend du temps de trouver pile une vidéo qui a pile la feature qui nous intéresse. Ça m'est arrivé aussi des fois de lancer un jeu et de m'enregistrer jouer pour avoir vraiment l'extrait qui m'intéressait et pour pouvoir montrer qu'est-ce qui m'intéressait dans ce jeu-là. Et en fait, ouais, vraiment essayer d'aller vers le plus visuel pour que ça résonne. Essayer de faire en sorte que ça résonne un peu plus chez les autres. Et aussi, j'ai tendance à ne jamais avoir qu'une seule référence. Quand je fais un doc design, généralement, je montre plusieurs références en essayant d'éviter les plus obvious. Enfin, celles qu'on attend tous. Généralement, j'essaie d'un peu plus creuser. Et puis oui, voilà, pour essayer d'ouvrir un peu les perspectives. Ok, c'est cool. C'est intéressant le fait de multiplier les références comme ça et de soi-même se poser comme consigne de ne pas aller à l'évidence. Je pense que pour le coup, c'est une bonne pratique. C'est même quand on a les références, on va dire, classico-classiques, si jamais chacun se contraint à sortir de l'évidence, même si on a la culture classique, justement, on ira quand même chercher dans des recoins plus originaux, ça c'est certain. Anna, Charline, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, peut-être plus sur la dimension graphique du coup. Anna, tu veux dire quelque chose? J'aurais pas grand chose à dire parce qu'au final, je pense que c'est à peu près la même chose que Colette. C'est, moi, pour les moodboards, par exemple, c'est aussi beaucoup de références à apporter, d'exemples. Et après, c'est un gros travail d'argumentation. Mais je dirais pas que c'est quelque chose qui demande un effort supplémentaire. Je pense que là, quand il s'agit de donner une direction à quelqu'un, dans tous les cas, il faut passer par cette étape d'argumentation et voilà, je te montre quelque chose, je suis convaincue de la chose, maintenant j'aimerais te convaincre aussi. Et je pense aussi que ça passe beaucoup par la passion, l'intensité qu'on y met. Moi, je sais que c'est comme ça qu'en général, j'ai pu convaincre, parce que vraiment, je montrais que je m'y connaissais et que ça me tenait à cœur et que, voilà. Bon, je dirais pas non plus sur les sentiments, bien sûr, mais mes arguments, je pense qu'ils ont fait mouche aussi. Moi, je voulais juste ajouter une petite chose, c'est qu'en réfléchissant à cette question, je me suis dit, je vois ça sous le prisme de l'art. Donc en fait, en art, je me dis, c'est assez facile de montrer des références parce que bon, on montre une image. Je sais qu'à un moment donné, avec un de mes collègues, il m'a parlé d'une bande dessinée. Bon, je l'avais pas lue, mais direct, il m'a envoyé une image et là, tout de suite, ça a fait sens par rapport à ce qu'il voulait me partager.
Et en fait, je me suis dit, mais comment ça se passe au niveau des autres spécialisations du jeu vidéo? Et en fait, comme ce que tu as dit, Colette, ce qui revient souvent, c'est finalement le visuel. Et vraiment le fait de montrer, de mettre sous le nez de son collègue sa référence, ça marche bien. Et effectivement, comme Anna, je trouve que c'est pas un effort colossal non plus. C'est même assez chouette des fois de partager ce qu'on aime et les références qui nous tiennent à cœur. Oui, ça c'est clair et net. Dans la catégorie des petits trucs actionnables aussi, si jamais vous avez la chance d'être dans une boîte où vous avez des espaces que vous partagez vraiment avec vos collègues, mais qui ne sont pas les espaces de travail nécessairement, c'est ramener des choses. Et en fait, c'est une façon de pas simplement mobiliser des références quand on est dans une trajectoire de convaincre et d'argumenter sur un point précis, mais juste de progressivement élargir et proposer des références différentes pour les faire exister dans l'esprit des gens et pas simplement pour qu'elles servent à un instant T. Et nous, je sais que par exemple, bon, notre studio est à Angoulême et ce qu'on fait beaucoup, c'est aller les uns les autres, mais vraiment un peu toutes les personnes du studio, emprunter des livres, des BD, des choses comme ça. Et du coup, chaque personne qui va les emprunter les choisit et ensuite les pose au studio et tout le monde peut les lire. On en a aussi ramené dès qu'on a chez nous. On ramène régulièrement nos consoles respectives. On essaye de jouer à des trucs, même en piffant. Un truc qu'on fait beaucoup, par exemple, c'est lancer des démos Switch sur la pause midi. Au lieu de se dire on va jouer à ce jeu qu'on adore super fort et jouer toujours au même tous les midis, bah en fait lancer tous les midis une démo Switch différente, c'est aussi une expérience assez drôle. Donc ouais, pas hésiter à se forcer les uns les autres entre guillemets, sans bien sûr outrepasser les zones de confort des gens, mais en tout cas voilà, fabriquer un max d'incitation à aller voir ailleurs, ça peut être quelque chose qui fonctionne. C'est sûr que c'est plus dur à l'échelle d'Ubisoft Montpellier ou Paris, mais en tout cas, à l'échelle de plus petits groupes, ça peut être des choses intéressantes à faire. J'aurais bien aimé très très rapidement, de toute façon, je crois que c'était un point que surtout Colette voulait aborder, mais du coup, c'était la question de le fait que les jeux soient beaucoup créés par des gens qui partagent la même culture, justement, avait des conséquences sur tout un tas d'aspects formels du jeu, comme effectivement l'utilisabilité, par exemple, et de façon générale, des présupposés sur les personnes à qui un jeu est destiné. Et du coup, bah, les conséquences que ça peut aussi avoir sur le gatekeeping, par exemple, et du coup, qui sont des choses qui existent à la fois du point de vue des joueurs-joueuses et à la fois du point de vue des professionnels du développement. Ouais, alors je sais pas si je vais réussir à faire une réponse complète sur, sur ce sujet vaste, mais oui, alors je pense qu'en plus on a apporté un peu des éléments de réponse déjà sur le fait que oui, on donne des pistes déjà en montrant que les grosses équipes manquent énormément de diversité et donc forcément quand on pense tous de la même façon, et c'est difficile de répondre à une diversité aussi de public. Moi, il y a toujours eu un peu ce contresens, en tout cas que je vois dans les grosses boîtes on veut plaire à tout le monde. Enfin, on veut faire des jeux qui plaisent à tout le monde parce que le capitalisme, on veut vendre. Et donc, mais pour faire ces jeux qui plaisent à tout le monde, on n'embauche que des gens qui sont comme nous, qui ont les mêmes goûts que nous et qui ont les mêmes rêves que nous. Je trouve que déjà, il y a un contresens assez obvious là-dessus. Et on se remet pas en question, enfin, la remise en question est très difficile pour se dire que, oui, en fait, si on veut faire des jeux vraiment qui plaisent à tout le monde, demandons à toutes ces personnes, demandons à plein de personnes différentes qu'est-ce qui leur plaise. Du coup, oui, je pense qu'il y a, au final, il y a quand même une partie aussi non négligeable du public de jeux vidéo qui n'est pas forcément intéressé par d'ailleurs ce qui est fait par ces grosses boîtes.
parce qu'elles y répondent pas trop. Et même, d'ailleurs, je parle de public JV, mais même de personnes de manière générale. Et je sais même pas si aujourd'hui, enfin, même le milieu indé se retrouve un peu bloqué des fois dans ce... Enfin, surtout un peu d'ailleurs, se retrouve à 90% bloqué aussi dans réfléchir à ce même prisme. Parce que bon, bah, on fait quand même toujours aussi des jeux pour de l'argent. Et puis aussi, parce que le milieu indé, on voit qu'il a été formé par beaucoup d'anciens de ces grosses boîtes. Et qui donc vont répéter leurs pratiques et recréer des boîtes avec leurs anciens poteaux. Et donc, au final, bah, ils repartent sur les mêmes prises, mais c'est très difficile d'intégrer des nouveaux profils quoi, dans cette industrie. Et, donc, on se retrouve avec, bon, certes, le public ciblé par les jeux indés va être plus ciblé, mais au final, souvent, ça va être donc une petite bulle parmi la grosse bulle des joueurs déjà, enfin des gamers quoi déjà. Et comment est-ce qu'on fait pour sortir enfin créer des trucs qui sont pas faits pour déjà cette communauté préétablie des gamers quoi. Donc voilà, ouais, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui on fait des jeux vidéo pour les gens qui jouent essentiellement et qui jouent et qui ont la culture du jeu. Et on a du mal à ouvrir le jeu vidéo au-delà de ça à cause d'un peu de ces autoréférences quoi. Et cette boucle infinie. Il est temps d'évoluer. Voilà. Je pense que c'est un beau mot de la fin. Je vous propose qu'on passe à la conclusion et que comme ça, c'est trop bien parce qu'on va pouvoir prendre des questions du public. Le public, préparez vos questions. Je vous promets, j'ai le chat ouvert et pour une fois, je vais pouvoir le lire. Mais d'abord, je vous laisse le temps de réfléchir. On va faire un petit tour de table de conclusion. Donc, voilà, quand on réfléchissait un petit peu au conducteur de cette table ronde et au sujet qu'on avait envie d'aborder, j'avais l'impression que le sujet qui était un peu conclusif, c'était cette question de est-ce qu'on peut dire que dans la pratique professionnelle, le fait d'avoir des références différentes, c'est un peu devoir toujours chercher l'équilibre entre apporter des choses et la conviction qu'on a des choses à apporter et en même temps faire le deuil de tout ce qui passera pas parce que trop de filtres à traverser et du coup d'arriver un peu avec cette idée et de pousser jusqu'à ce qu'il reste que ça. Donc voilà, du coup j'aurais bien aimé avoir un petit peu vos impressions là-dessus, peut-être si tu veux commencer Colette. Ouais. Oui, je pense que ça tombe bien que je commence parce que je sais pas si je vais avoir la conclusion la plus positive. Moi, au final, c'est vrai qu'avoir des références différentes, j'ai l'impression que même par vos témoignages aussi, c'est beaucoup au début commencer par chercher sa place dans l'équipe. Parce qu'on n'a pas une place qui est définie, toute définie au final quand on arrive, où on a plus de mal à trouver cette place pour nous. Moi, comme je le disais, ça a été du coup d'abord cette barrière de je me sens pas légitime, j'ai pas joué au même jeu, du coup je vais me forcer à jouer à tout un tas de jeux pour rattraper un peu mon retard. Au bout de 3 ans, c'est moi j'ai arrêté, j'ai arrêté de faire ça, j'arrête de me forcer de jouer à des jeux, j'ai arrêté d'avoir cette peur de pas m'y connaître assez, parce que crotte, il y a déjà assez de gens de toute façon qui s'y connaissent là-dedans, donc pourquoi il y aurait besoin d'une énième personne. À part bien sûr si je travaille sur un sujet en particulier, là je vais essayer de me renseigner sur le sujet, mais je pense qu'en plus, comme je disais, on a plein de moyens aujourd'hui de se renseigner sans forcément jouer au jeu. On a plein de ressources pour ça. Et mais après, malgré tout, moi j'ai eu trop de mal, je pense, à essayer de changer un peu, enfin de montrer des références différentes. En tout cas, en design, j'ai senti trop de friction face à ça. Et parce que justement, grosse équipe, je pense que c'est quelque chose qu'on peut vivre vraiment différemment dans une petite équipe, mais grosse équipe, d'être toujours un peu toute seule face à plein de gens, de toute façon, qui, eux, s'entendent naturellement bien sur des références, c'est difficile. Et moi, ça m'a juste, en fait, dégoûté du design au sein des grosses boîtes. D'où ma reconversion vers la tech.
parce que je suis arrivée vraiment comme designer et en fait, je me suis dit, ouais, mais designer comme ça un jeu qui a pas les mêmes refs, et donc commençais à faire des documents qui répondaient à ce que d'autres voulaient et pas du tout ce que moi voulais. Je trouvais plus de sens à défendre des choses auxquelles je ne croyais pas. Alors que par contre, en tech, moi je trouve le gros avantage, c'est que on peut très bien bosser techniquement sur un design qui nous plaît pas forcément, mais parce que ce design par contre va apporter des challenges techniques qui sont super intéressants. Et donc là-dedans, moi par contre, je suis comme, c'est cool quoi. Super conclusion. mais ouais, C'est pas c'est pessimiste. ça va. Bah, à part que si, moi, c'est vrai que je me dis, le design, bah, encore une fois, quoi, quand on est une personne, qu'on arrive dans une grosse boîte et qu'on est un peu le token diversité, c'est difficile quoi, de trouver sa place face à une équipe de designers déjà formés et qui bossent ensemble et puis qui surtout sont tous pareils. Quoi. Enfin, non, c'est méchant. Pardon s'il y a des collègues qui m'écoutent. Mais non, et en plus, au-delà de ça. Non, et en plus, au-delà de ça, j'ai vu des collègues qui étaient expérimentés, qui avaient. En plus, quand on est la petite stagiaire, c'est encore pire. Mais j'ai vu des collègues qui avaient des places beaucoup plus importantes dans l'équipe design et qui essaient d'amener des designs vraiment différents et tout. Et je voyais toutes les frictions auxquelles ils se cognaient. C'était une lutte constante de garder leur design en jeu, quoi. Et entre autres, moi, ces collègues, une fois qu'ils sont partis, leur design a été balayé et remplacé par un truc Ubisoft. Enfin, c'est... Voilà, donc aller vers la tech, ça dit non, pas tous, non, soyez courageux. Plus courageuse que moi, si. Charline, peut-être si tu peux me rebondir. Ouais, moi je vais avoir un avis côté petite stagiaire, puisque techniquement je le suis encore pour quelques jours, avant d'être junior officiellement. Et ouais, le fait d'apporter des références différentes, finalement, en tant que débutante, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, quand c'est dans un petit noyau, c'est quand même faisable. Et après, je sais pas, peut-être que dans la suite, je serai confrontée à des grosses frictions côté art, mais étant donné que on est sur un gros projet, bon, la direction artistique est quand même assez établie, et maintenant, les nouvelles références qui sont apportées, c'est de la plus-value, et on prend ou on prend pas. Donc, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance, mais après, c'est mon vécu à moi, et je sais que c'est très personnel. Mais voilà, finalement, c'est vrai que on s'attend toujours à ce que nos références à nous soient pas prises en compte, et je pense que voilà, c'est peut-être un équilibre personnel à trouver entre est-ce que je me bats pour ma référence parce que je pense vraiment qu'elle me tient à cœur et qu'elle apporte une force au projet, ou est-ce que je lâche du lest pour pas m'épuiser en fait à essayer de expliquer par A plus B pourquoi cette référence est pertinente. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu vite, mais voilà, je pense que il faut quand même continuer à apporter des références différentes parce que ça fait beaucoup de diversité et c'est ce qui enrichit le jeu vidéo finalement. Et Anna, du coup, je t'offre le mot de la fin avant qu'on prenne les questions. Oh, quelle pression, quelle pression. Je suis pas sûre d'avoir pareil. Je pense pas qu'il y ait une réponse, ou en tout cas, je ne l'ai pas, une réponse satisfaisante à ça qui mettra tout le monde d'accord. Je vais aussi parler de mon vécu. Et c'est vrai, quand on débarque dans une équipe qui est établie et qui, du coup, a déjà une direction artistique, je trouve que, pour le coup, c'est plus simple. Parce que moi, on a une ligne directrice et on n'est pas au moment du brainstorm, parce que le brainstorm, pour moi, c'est vraiment le moment charnière. Enfin, c'est compliqué parce que là, effectivement, il y a un jugement. Et aussi, je trouve que dans le monde de l'art, qu'est le JV, il y a beaucoup d'ego. Alors bien sûr, je ne suis pas allée dans les autres milieux, je ne peux pas dire si c'est partout pareil, mais je sais qu'il y a beaucoup d'ego là-dedans et que du coup, si l'idée d'un tel n'est pas prise, et il va râler, voilà, il va dénigrer votre travail ou alors voilà, la référence en question. Et je sais que là-dessus, ça peut être difficile et que surtout, toutes nos idées ne seront pas prises, hein, c'est sûr. Donc il faut aussi faire le deuil et se dire, bon, pourquoi est-ce que je me bats ?
on y revient. Pourquoi est-ce que je me bats? Est-ce que je tiens à avoir raison parce que il a tellement été dur avec moi que voilà, j'ai envie de prouver que non, 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 ça tient la route, mon argumentaire, ça tient la route. Je suis sûre que voilà, ça va marcher. Ou pareil, est-ce qu'on a envie de se préserver ou alors est-ce qu'on n'est pas juste en train de se braquer? Enfin, il y a tellement de questions qui nous assaillent, je trouve. Enfin, c'est toujours très difficile. Donc, bon, je vais pas avoir de vraie réponse à ça parce que même moi, je suis encore toujours en train de me poser la question de voilà, est-ce que c'est pertinent ou pas? Et je pense qu'on peut résoudre ça que par la discussion, une discussion posée et des exemples autour de nous. Enfin, ramener voilà notre dossier, le poser sur la table, prendre le temps avec l'équipe tout entière et laisser à chacun un temps de parole. Et c'est que comme ça qu'on pourra avancer. Choisir ses combats, ouais. Mm. De toute façon, c'est nécessaire. Bon, ben merci beaucoup pour cette table ronde. Et du coup, on va prendre des questions du chat. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans une vraie table ronde. Il y a une question qui a été posée en tout début de table ronde. Elle est prise dans les bonjours tellement elle a été posée en début de table ronde. Mais je l'ai vue et du coup, ce sera la première à passer. Et c'est une question sur Ubi. Donc je vais donner la parole aux Ubi. En étant à Ubi, est-ce que c'est long et laborieux d'avoir les bases en termes de référence de jeu sur un jeu en cours de production? Bah, justement, moi, je pense que ça va dépendre de quel postulat on part. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, tu fais comme moi et tu te dis est-ce que j'ai besoin d'avoir toutes ces rêves s'il y a déjà toute une équipe derrière qui les a? Bah, du coup, non, c'est pas forcément très long. Par contre, je sais pas si c'est long parce qu'en même temps, comme les rêves, souvent, ce sont des rêves très populaires. Finalement, c'est des rêves que moi, j'ai l'impression qu'il y a certains jeux, de toute façon, même sans y en avoir joué, je peux en faire une analyse, je peux en faire un document de 30 pages tellement j'en ai entendu parler, quoi. Et du coup, il y a des rêves qu'on a un peu déjà de base naturellement et si jamais on n'a pas la ref, souvent une recherche Google suffit. Après, c'est sûr que si on parle de jouer à tous les jeux qui sont en ref à 100%, là, oui, ça risque d'être très très long et très laborieux. Puis, Ouais, vas-y. pardon. Je voulais vas-y. ajouter un truc, c'est aussi ça peut dépendre du projet, parce que je sais que sur Mario et les lapins crétins, moi, quand je suis arrivée sur le projet et que je savais que c'était ce projet-là, enfin que c'était la suite, j'ai joué qu'au premier et voilà. Après, j'avais mes refs Ubi de mon côté, mes bases à moi, mais en fait, c'est pas que je me suis contentée du strict minimum, mais un petit peu quand même. Donc voilà, ça dépend aussi du projet, je pense. C'est sûr que si on arrive sur Ghost Recon et qu'il faut faire tout l'historique de la franchise, c'est un peu plus complexe. Alors, on a une autre question. Est-ce que vous avez, vous aussi, observé qu'on dit beaucoup aux personnes marginalisées qu'elles manquent de culture de jeux vidéo, surtout en début de carrière? Ça vous inspire quoi? Moi, ça m'évoque un moment de gêne quand on me demande à quoi je joue sur une base régulière et que je réponds les Sims 4 et Animal Crossing. Là, j'ai un gros syndrome de l'imposteur en mode oh non, c'est mes seuls jeux préférés, qu'est-ce que je dois dire? Vite, sors un truc stylé, genre Last of Us 2, ouais, je l'ai fait, je fais 10% du jeu, mais je l'ai touché, c'est sûr. Donc voilà, moi, ça m'évoque surtout ça. Pas très constructif, mais voilà. Je me dis peut-être Colette et Anna, si vous avez déjà notamment été de l'autre côté de la barrière des recrutements. Carrément. Bah moi, c'est surtout, c'est un prétexte, hein, on va pas se le cacher, je pense. Ça, c'est que quand on a peur de l'autre ou que l'autre est bah, justement seul et isolé, bah il y a des gens, hein, il y en aura toujours pour vouloir attaquer, pour vouloir être méchant et pour stigmatiser. Donc moi, je les entends pas, ces gens-là. En fait, c'est bon, ils passent leur chemin, je veux pas en entendre parler, c'est tout. Ouais, moi j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que je me sois directement pris, enfin comme remarque.
Par contre, je pense que c'est quelque chose que je me suis appliqué à moi-même, comme je disais au début, quoi. Ce petit problème de légitimité de, en fait, j'ai pas du tout les mêmes refs, faut que je rattrape mon retard. Et je sais pas du coup si c'est... Ouais, je pense que il y a plein de choses à analyser par rapport à ça, mais et je pense vraiment pas être la seule dans cette situation. Le simple fait de le penser comme un retard, en fait, Mm. ça en dit Ouais. déjà long sur la façon dont on vit le truc, quoi. Ouais, complètement, ouais. Carrément. Et je pense pas avoir à rajouter. Alors, une autre question. Est-ce que vous pensez qu'il faut forcément des spécialistes pour créer un jeu sur un thème spécialisé? Par exemple, des passionnés d'aviation pour un jeu d'avion. Moi, personnellement, si je peux, euh, ça dépend. Ça dépend quel est l'objectif. Par exemple, si c'est de la réalité virtuelle et que du coup, on veut vraiment recréer les sensations, oui. Et puis même de manière générale, je demanderais quand même qu'il y ait au moins une consultation, parce que si c'est estampillé, c'est fait pour ça, ça a été testé, bah oui, mais par qui? Enfin, pour moi, c'est mensonger en fait. Si tu vends un produit et que tu dis que voilà, ça a été fait dans un but précis, mais qui a validé ça? Qui? Et il faut convaincre. Et si ta cible, voilà, elle se reconnaît pas, ou alors c'est juste une phrase en l'air, ouais, ça dépendrait pourquoi, pour quel projet. Mais tu vois, quand t'as dit cette question-là, pour moi, je me suis tout de suite imaginé du coup les jeux de réalité virtuelle qui ont pour but de désensibiliser, par exemple, à une peur, l'arachnophobie ou autre. Et alors, bon, bien sûr, j'ai pas vu de playtest, effectivement, mais j'ai vu des vidéos où, du coup, ça soulageait et ça aidait vraiment certaines personnes. Donc, j'espère quand même qu'il y a eu des tests en amont sur des personnes à qui ça ne posait pas de problème. Mais pour tester, du coup, la véracité de la chose, ouais, en tout cas, dans le médical, pour moi, il faut quand même tester à un moment donné. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit relié à ça. Du coup, côté dev ou côté test, selon là où c'est le plus pertinent, mais en tout cas que des personnes soient impliquées, quoi. Oui. Du coup, pardon, je récupère le chat. Alors, on a une personne qui pose une question un peu corollaire. Du coup, ça va nous faire sortir du sujet de la réunion. Je sais pas trop si vous serez à l'aise ou pas. On peut ne pas en discuter et éventuellement peut-être en parler dans le chat si vous préférez. Mais donc la question c'est est-ce qu'une équipe de personnes de type caucasienne peut faire un jeu sur un autre type de population sans que cela soit vu comme un problème? Donc là, comme le souligne Clémentine en commentaire, on parle de représentation, donc c'est un sujet très différent. Et en plus, nous sommes tous ici au moins white passing. Je ne sais pas trop si c'est une question sur laquelle vous voulez qu'on s'arrête. Je vous laisse. Après, moi, c'est un avis personnel, donc c'est un sujet clivant hein, de base. Hein. Je pense que là, on pourrait aussi faire toute une table ronde là-dessus, et il faudrait du coup faire appel à différents intervenants de différentes ethnies aussi. Pour moi, je pense que maintenant, quand on parle d'un sujet, il faut y être confronté. Alors, c'est peut-être la mouvance 2021, hein, mais pour moi, c'est ça. Donc, qui de mieux que pour parler du sujet que les personnes concernées. Je dis pas qu'il faut que ce soit à 100% eux, bien sûr, hein, dans la mesure du possible, mais qu'au moins ça soit une bonne cinquantaine, hein, la moitié si ce n'est plus. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi, Anna. Je pense que on peut pas faire un projet entre personnes blanches et privilégiées sans demander aux concernés directement. Enfin, en tout cas, moi, ça me semble problématique de pas du tout demander l'avis aux concernés. Donc voilà. Oui, je suis d'accord. Le minimum, c'est de consulter, au moins de consulter quoi. Mais les personnes concernées, bien sûr. Et de les payer. Ouais, c'est ce que j'ajoute. C'est vraiment bon. Et accessoirement, j'ajouterais à titre personnel que je pense qu'il y a aussi
peut-être une question à se poser quand on a envie de raconter des histoires sur d'autres populations sans elles, en étant une personne caucasienne, il y a peut-être des questions à se poser sur nos intentions et sur pourquoi notre studio ressemble à ce à quoi il ressemble aussi peut-être. En tout cas, je pense que c'est si on a l'envie d'aller vers ce type de problématique, il faut se poser la question d'à quoi ressemble notre studio. Et j'espère que ça répond à la question qui était posée. Ensuite, on a une autre question. À quoi pensez-vous que ce manque d'ouverture à d'autres cultures est dû? De l'élitisme ou un simple manque de diversité de profil? Les deux. Alors, je dirais que moi, ça se passe plutôt vers l'entrée dans les écoles spécialisées. Je trouve que pour l'instant, alors même si on en parle de plus en plus du fait que oui, on peut travailler dans le jeu vidéo, oui, c'est possible, les carrières existent. Pour l'instant, c'est pas forcément les métiers qui sont plus mis en avant du côté de l'art. Alors, bien sûr, là, on voit des messages passer, enfin, je vois des pubs, comme tout le monde sur Internet, des spams. Alors, bon, il y a aussi d'autres choses. Soit c'est valorisé, soit c'est très dénigré, comme graphiste en une semaine, t'as pas eu ton bac, viens chez nous, tu seras super. Ouais, d'accord. Donc, il y a deux problématiques pour moi. C'est les écoles qui ne font pas assez voilà, je sais pas, de communication autour des formations et de ce que ça implique. Donc du coup, on peut se retrouver là vraiment par passion. Donc on est issu de la culture gamer, donc du coup, on répète ce cycle-là. Ou alors, je sais pas, mais en fait, quand je suis entrée dans mon école de JV, c'était la culture encore de l'entre-soi, et moi, c'est ce que j'ai retrouvé. Donc, je sais pas trop. Là, j'aurais besoin d'échanger avec vous, là. Charline, Colette. Ouais, pour moi, bon, en fait, on a créé un système qui mène à ça. Vraiment, pour moi, il n'y a pas une. Enfin, c'est plein de pierres qui nous ont menés à avoir ce manque de diversité. C'est vraiment, c'est un peu d'ailleurs le serpent qui se mord la queue. C'est à la fois comme tu dis, les écoles, mais aussi les entreprises qui recrutent dans les mêmes écoles, et puis aussi la communauté de gaming. Comment est-ce qu'on a je sais pas comment dire, marketisé. Marketer, ouais, les jeux vidéo. Comment est-ce que le jeu vidéo, d'un coup, s'est retrouvé à juste s'adresser aux garçons, et puis de là, comment toute une génération s'est dit qu'il n'y avait que les garçons qui pouvaient faire des jeux vidéo, et puis ensuite, comment est-ce que la culture gamer est devenue super toxique, donc aujourd'hui fait aussi fuir une population diverse qui voudrait venir, ou alors même du coup le fait que même si aujourd'hui les écoles peut-être essaient d'avoir des effectifs plus diversifiés, de toute façon, quand tu rentres dans l'industrie, c'est la douche froide, et puis les profils diversifiés se cassent. Donc on est dans vraiment un système très difficile aujourd'hui à briser. Oui, c'est vrai. Bon, écoutez, il est 19h24. On a terminé les questions qui étaient posées dans le chat. Donc, je pense que nous allons pouvoir rendre l'antenne. Donc, je remercie toutes les personnes du public qui ont été présentes et qui ont participé, qui ont échangé entre vous aussi. C'était très, très chouette de vous lire. Je vous invite à aller le faire si vous n'avez pas pu le faire pendant le live. Et puis, Colette, Anna, Charline, je vous remercie aussi beaucoup pour votre temps et pour votre expertise et pour tous les super conseils que vous avez donnés pendant toute cette table ronde. Et puis, comme c'est la dernière table ronde, je vous remercie aussi pour les personnes qui ont été présentes avec moi depuis 3 jours. Et puis, big up à la tech, Antoine et KitKat, les best. Bon courage pour la suite. Je vous laisse avec, dans quelques minutes, Clémentine et Younes. Donc Younes qui va vous présenter un Q&A sur la question de la représentation juste des populations et cultures musulmanes dans le jeu vidéo, et qui s'appelle Où est Khalid. Franchement, je vous recommande, ça va être incroyable.
Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée. Oui. C'était super. Et à la prochaine.